Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Vous avez déjà vu sûrement les boîtiers de la compagnie Nanuq. Il s'agit de valises qui permettent de transporter du matériel audiovisuel et médical en toute sécurité. Cette entreprise innove constamment pour répondre au mieux aux différentes demandes. Et à la tête de cette société se trouve un homme qui a œuvré dans plusieurs entreprises avant de devenir lui-même président et chef de la direction chez Nanuq. Aujourd'hui, on explore le parcours de l'entrepreneur. José Chagnon, bienvenue à Fibre E. Merci pour l'invitation. Bien, merci à vous d'avoir accepté. C'est une histoire qui est passionnante. Parlons-en. De votre côté, qu'est-ce qui vous a emmené dans votre parcours à être aujourd'hui PDG de la boîte Nanuq? Comment ça s'est passé? Il est arrivé toutes sortes de choses dans mon parcours, naturellement. Mais je ne me destinais pas à ça étant jeune. Là. Ah non? J'ai débuté, moi, dans les opérations manufacturières en sortant de l'école. Puis, j'étais un simple manœuvre et j'ai évolué. Éventuellement, un poste s'est créé de supervision, puis je suis tombé en amour avec la gestion. Puis le désir de grandir, de changer les choses, d'améliorer les choses, d'être capteur d'opportunités. Ça s'est fait comme ça au fil des ans. Puis un jour, cette opportunité est arrivée. J'ai participé à un processus de sélection et j'ai été embauché comme président et chef de la direction chez Nanuq, après plusieurs années d'expérience dans d'autres entreprises. Et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Puis depuis 7 ans, on vit une aventure extraordinaire ici à Terrebonne, où on a doublé nos ventes, on a doublé notre impact au niveau de la marque, au niveau de notre footprint, nos investissements, le nombre d'employés. Et c'est que le début. On est parti. Juste pour les gens qui nous écoutent, qui disent Nanuq, des fois, on se trompe avec les vêtements Canuck, là, les manteaux. Donc, vous ne fabriquez pas de manteaux, mettons ça simple. Non, pas du tout. Mettez vraiment des coffrets, en fait, que vous faites là, pour justement protéger du matériel. Là. Une chose importante, Nanuq était un des noms utilisés, mais Plasticase était aussi le nom utilisé à l'époque. Hein? Exactement. À l'origine de la compagnie a été créée en 1996 sous le nom Plasticase. Ils se sont installés ici en 2005 à Terrebonne. Ouais. Et nous, on a, avec la connotation négative que le mot plastique donne aujourd'hui comme impact avec les tendances du développement durable puis le besoin de faire notre part au niveau du développement durable, on a pensé que c'était important de changer le nom. On a lancé une gamme de produits en 2008 qui s'appelait Nanuq, qui vient en Inuktitut du mot ours polaire et qui fait face aux environnements difficiles, qui fait face à toutes les conditions de la nature. Puis c'est comme ça que le produit a été dessiné pour l'ensemble des industries, des agences gouvernementales, militaires, photo, vidéo, équipements électroniques. Et on a voulu mettre de l'emphase sur cette marque-là. Et tout récemment, cette année, en 2024, le nom de la compagnie a changé pour maintenant s'appeler Nanuq, protection d'équipement. Et c'est comme ça qu'on va déployer la marque. Maintenant. Dans le futur. Je voulais juste faire cet aparté-là pour les gens qui ne comprenaient pas un peu ou qui vous avaient déjà vu. Non, mais ça qui était chez Plasticase. Bon, donc, c'est la même entreprise, sauf qu'on on est allé avec l'air du temps, en fait, puis on s'est ajusté, là, tu sais. Vous avez, de votre côté, une vision qui est internationale, puis vous avez établi des partenariats dans certains pays, d'ailleurs, de votre côté. Comment une entreprise... Comment on fait quand on a une entreprise pour se préparer à ça, à aller vers l'international? Bien, il y a plusieurs façons de faire. La base, c'est de s'entourer de personnes ou de consultants ou d'experts qui connaissent le marché international, le marché de l'exportation. C'est une des bases et c'est ce qu'on a fait aussi avec les différents ORPEX de la région, notamment la SODIL et d'autres partenaires au ministère d'Investissement Québec. Bon, on s'est entouré de partenaires pour bien évaluer, faire notre plan d'affaires, réfléchir. On avait déjà une présence internationale, mais beaucoup moins structurée qu'elle l'est aujourd'hui. Et on a fait une acquisition, donc d'acquérir aussi la compétence, la connaissance, la culture du territoire. C'est ce qu'on a fait en 2018. Un petit peu après mon arrivée, on a acquis un distributeur en Europe.
Et on s'est installé là-bas. On a investi, puis on s'est mis à prendre des parts de marché, ajouter des équipes au développement commercial dans différents pays, d'ajouter des produits là-bas disponibles, du marketing, des investissements. Et on a fait la même chose aux États-Unis, avec des équipes commerciales, avec un bureau régional. Puis c'est comme ça qu'on a pu tranquillement se déployer. Puis aujourd'hui, bien, ça nous a permis de tripler notre taille, en plus des ventes locales au Canada, mais avec les États-Unis, l'Europe et d'autres pays du monde, on a été capable de générer de la croissance. OK. Donc, ce que vous diriez, quelqu'un qui nous écoute, qui se lance dans l'entrepreneuriat, puis qui se dit, ben moi, j'aimerais ça développer mon produit. Ils ont une idée, mais ils veulent le vendre pas seulement qu'au Québec, mais ils veulent le vendre à l'extérieur, ou qui vendent déjà leurs produits ici au Québec, sont établis, mais ils n'osent pas franchir, aller de l'autre côté, puis aller plus loin, d'expandre plus loin. Vous leur diriez de foncer? Bien, de foncer intelligemment. Tu sais, être entrepreneur, c'est un petit peu un équilibre entre l'ambition, d'avoir de grands rêves, puis être un peu aussi paranoïaque, puis d'identifier les risques potentiels. Donc, est-ce qu'on a la capacité de le faire? Est-ce qu'on a les bons partenaires? Idéalement, c'est de trouver, pour commencer, des distributeurs ou des agents qui vont représenter votre produit avant d'aller investir de façon significative. Est-ce qu'il y a un attrait pour votre produit? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des cibles qui vont s'intéresser à vos produits, à vos services? Fait que je pense que c'est par étapes qu'il faut le faire, dépendamment des moyens puis de la taille des entreprises. Il y a toutes sortes de façons de le faire, mais il faut se doter d'un bon plan puis y aller par étapes. C'est ce qu'on a fait, puis on prévoit se déployer encore plus dans le futur. Là, on regarde le marché du Japon. On est très reconnu pour la protection d'équipements audiovisuels, pour les drones, mais le Japon, c'est le plus grand marché au monde au niveau de la consommation de ce type de produits, et on n'y est pas présent aujourd'hui. Mais là, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Ça prend des investissements, ça prend un plan, et surtout, ça prend les bons partenaires qui connaissent la culture locale et qui connaissent le fonctionnement des règles d'affaires dans le territoire où vous voulez aller. OK. Jour 1. Oui. Vous devenez entrepreneur par la force des choses. Vous êtes dans le monde de la gestion. Vous prenez goût au monde de la gestion, ce que vous n'aviez pas pensé au départ. Vous étiez manœuvre au départ. Et là, de fil en aiguille, les choses se sont placées pour vous, les cartes se sont dressées. Mais vous aviez quand même cette fibre entrepreneuriale-là en dedans de vous. Parce qu'inévitablement, vous n'auriez pas été... vous seriez pas je ne sais pas ce que je fais là. Ben non. Je ne sais pas où je suis là. Ben non. Mais c'est... Une chose, c'est d'être un capteur d'opportunités. Moi, j'ai toujours été, depuis que je suis tout petit, quelqu'un qui apprend très rapidement, quelqu'un qui capture des opportunités, comment on peut faire mieux les choses. Puis c'est comme ça que ma carrière a commencé. Mais il ne faut pas faire ses études aussi. J'ai fait un programme d'MBA avec HEC McGill au début des années 2008-2009 qui m'a amené à avoir une vision un peu plus holistique, plus générale aussi, de comment fonctionnent les affaires puis les différents services, avoir une vision plus holistique de la chose. Puis ça te permet à ce moment-là d'être capable de rassurer, de donner de la crédibilité à qui tu es, puis de te rassurer, puis de te donner confiance. Les opportunités, j'ai été les chercher la plupart du temps parce que j'étais ambitieux, mais j'étais aussi réaliste, puis je m'entourais des bonnes personnes. Puis c'est cette chance-là que j'ai eue, bien, je l'ai faite avec le temps. C'est pas arrivé tout cuit dans le bec que tu deviens président d'une compagnie. Tu as fait tes preuves dans certains mandats, tu as eu certains résultats. Il y a 3 types d'entrepreneurs, à mon avis. Là, on dit souvent ça dans le monde des affaires. Là. Il y a les fondateurs qui, à l'origine, ont parti une entreprise. Il y a ceux qui en ont hérité, puis il y a ceux qui on engage pour la gérer. Et moi, je fais partie de cette catégorie-là. J'avais un sentiment fort d'intrapreneur, d'être en quelque part, puis d'essayer d'améliorer, de faire croître, de développer. Puis là, maintenant, bien, je peux le faire vivre en tant qu'actionnaire minoritaire de la compagnie. Fait que je fais partie un peu de la culture de l'entreprise. Pour moi, c'est comme mon bébé aujourd'hui à Terrebonne. Là. Fait que je me sens comme un entrepreneur qui ne l'a pas fondé, mais qui va l'emmener à un autre niveau. C'est intéressant ce que vous dites parce que les gens qui sont à la maison, des fois, on pense que devenir entrepreneur, il faut vraiment que tu aies un produit, il faut vraiment que tu aies fait quelque chose, que tu aies développé un stylo magique qui fait que là, ça te prend un produit pour le partir. Mais c'est faux de prétendre qu'on se doit, pour être entrepreneur, de créer un nouveau produit. Ça peut être une entreprise qui existe déjà, donc le fameux reprenariat,
où on manque de repreneurs, des Exact. gens qui vont acheter ces entreprises-là pour que ça perpétue. Parce que cette belle idée que le fondateur avait mis de l'avant, s'il n'y a pas de relève, lui, au niveau de sa famille ou des gens qui l'entourent, ses employés, bien, il y a besoin de quelqu'un pour, justement, reprendre cette entreprise. Donc, on peut acheter une entreprise. Et sans nécessairement l'acheter, on peut aussi devenir, justement, un PDG d'une entreprise au fil du temps, selon l'expérience qu'on a acquise, bien évidemment, pour, justement, gérer une entreprise qui est en bourse ou qui appartient à des actionnaires et tout ça, pour, justement, l'emmener à d'autres niveaux, là. Fait que ça, c'est important parce que les gens qui nous écoutent, des fois, on a une idée déjà préconçue. Les ressources humaines. Oui. Quand on parle de ressources humaines, au départ, il y a plusieurs années, quand on faisait de la gestion de ressources humaines, on engage des gens. On se doit des fois de libérer des gens, tout dépendant de la croissance d'entreprise, les embûches qu'on vit, parce que c'est pas toujours une mer tranquille, hein, être entrepreneur. Des fois, c'est houleux par moment. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ça a largement changé ou c'est pas mal à la même place? Bien, c'est une évolution. Mais les tendances des dernières années ont accentué le fait qu'on devait mettre l'employé au cœur de notre réflexion et de toutes nos activités. Chez nous, chez Nanuc, c'est notre valeur principale, c'est de célébrer la force des gens. On a des programmes, on fait des activités, on a des comités au niveau de l'inclusivité, de la diversité, il y a des programmes de temps partagé. Au niveau du recrutement, de l'intégration, de la formation, on a des comités de bénévoles, des comités sociaux. On s'implique beaucoup dans la communauté pour essayer de développer une marque employeur forte qui nous permet de recruter des gens et de les garder en entreprise. Mais il y a 20 ans, peut-être, c'était moins possible de faire tout ça ou c'était moins tendance. Aujourd'hui, c'est pas pour nous une tendance, c'est vraiment viscéral. C'est une valeur qu'on met en place parce qu'on pense que la plus grande ressource, même avant le produit, ce sont les gens. Donc, c'est les gens qui vont nous emmener à d'autres niveaux. C'est leurs compétences, leur talent, leur évolution, leur engagement qui va faire qu'on va développer une grande entreprise. Fait que pour nous, c'est capital. Fait que, oui, ça a évolué, mais il faut être en avant de la parade. Qu'est-ce qu'on peut faire d'innovateur pour rendre les employés, je dirais, responsables, mais engagés, mobilisés, imputables, puis qui vont vraiment participer à l'éclosion de ton entreprise. Si tu ne t'occupes pas de ça, puis tu focuses seulement sur le produit, bien, qui fait ton produit, qui l'emballe, qui le livre, qui assure le service à la clientèle, qui s'occupe de gérer les relations avec tes clients, avec tes partenaires, tes fournisseurs, bien, ce sont les gens de ton entreprise. Donc, c'est très important. Puis je pense que c'est un incontournable pour l'ensemble des compagnies de demain, de s'assurer de mettre au cœur de leur stratégie les gens qui composent leur entreprise. Ce que les entreprises ne faisaient pas à l'époque, puis on était, regarde, si ça ne fait pas, on libère, on en prend un autre. Puis, fait que c'était des accessoires, en fait, plutôt que des alliés. Puis Walmart avait, sans le nommer, disait, on a des associés. Ouais. On n'a pas d'employés, on n'a que des associés, des gens qui travaillent. Puis au départ, on trouvait ça tout un peu drôle, parce qu'on savait très bien qu'ils n'étaient pas associés dans l'entreprise, au bon mot, là, je veux dire. Mais là, on comprend mieux la philosophie, l'idée derrière. Puis c'est ce qu'on doit faire aussi, c'est mettre... Puis c'est intéressant parce que vous dites qu'on met même l'employé avant le produit, parce que sans eux, il n'y aurait pas de produit. Puis on n'en fabriquait pas, dans le fond, là. Exact. Et ça se ressent au niveau de la productivité chez vous? Bien, je pense que oui. Moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri de départ ou de personnes qui se réorientent ou décident, pour des raisons personnelles ou autres, de changer. Mais je pense que si on ne le fait pas, notre situation serait encore plus difficile. Et on doit s'adapter. Mais ce sont des valeurs qui nous sont chères. Puis c'est partagé par toute l'équipe des RH chez nous. On met beaucoup d'emphase dans les différents programmes. On a été célébré justement tout récemment comme employeur de choix. Mais c'est des belles valeurs. C'est des belles valeurs. C'est ce que je pense. Ouais. M. Gagnon, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Hey, ça s'est fait rapidement. Un plaisir. Merci. C'est bien.